Donc tous ces comportements-là qui étaient déjà sanctionnés dans les marchés financiers traditionnels, c'était un règlement qui s'appelle le règlement MAR de 2014, aujourd'hui vont être venus, avec quelques ajustements, vont venir également s'appliquer au marché de la crypto. Voilà, le lien avec les meme coins est assez intéressant parce que je pense qu'on est sur peut-être un sujet sur lequel ces ces infractions financières classiques, etc., peuvent, on va dire, s'appliquer en tout cas avec une acuité, une acuité particulière. Du coup, Satoshi Nakamoto aurait pu être inculpé pour les mêmes raisons, puisque Bitcoin a été utilisé sur le dark web, ce qu'on appelle le dark web, et notamment par Silk Road pendant des années pour des transactions incluant des armes, de la drogue, etc. Il y a pas mal de gens, à la suite de cette affaire, à la suite de l'inculpation aux États-Unis pour des motifs qui sont proches des fondateurs de Samurai Wallet, on est dans un monde juridique aujourd'hui où mettre à la disposition du public un outil qui peut avoir différents cas d'usage, mais un outil qui permet de faire des transactions, d'envoyer de la valeur en respectant la vie privée, peut te conduire à être inculpé. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, on se retrouve avec Romain Chy, avocat associé de chez Orwell, et on va aborder pas mal de thématiques autour du juridique. On va aborder tout ce qui concerne les meme coins, tout ce qui concerne les risques juridiques liés aux meme coins, les hacks, les piratages, tout ce qui va être aussi arnaque, un peu tout ce qui va concerner l'évolution du règlement MiCA dans les prochains mois, qui va rentrer en vigueur début 2025. Mais pour démarrer, je laisse Romain se présenter un petit peu en quelques mots. Bonjour Romain, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Je suis ravi de participer à ce podcast avec toi. Bon, comme tu l'as dit, je suis effectivement associé au sein d'un cabinet qui s'appelle Orwell, que je pense que pas mal de gens connaissent dans la crypto, qui est un cabinet qui a été créé il y a bientôt 8 ans maintenant. Et qui est un cabinet en droit des nouvelles technologies et en particulier qui intervient, on va dire, très majoritairement dans le secteur de la crypto. Je vais aller vite, mais on fait trois choses aujourd'hui chez Orwell. On fait du regulatory. On a accompagné une bonne partie des acteurs qui sont enregistrés aujourd'hui auprès des autorités françaises et de l'autorité des marchés financiers qui agissent en qualité de PSAN. On en reparlera. PSAN qui est un statut qui va bientôt évoluer avec la réglementation européenne. On fait aussi du corpo et de la fiscalité en lien avec les cryptos. Et puis, j'ai en particulier la charge du département contentieux du cabinet, donc où on en discutera. On traite une variété large de litiges qui sont en lien avec la crypto. Donc c'est une activité qui était relativement résiduelle, on va dire, au lancement du cabinet il y a quelques années et qui aujourd'hui a pris quand même une importance assez grande chez nous, parce que la crypto, pour des raisons qu'on évoquera, est un secteur qui peut amener les personnes et qui peut créer à la fois des comportements qui peuvent être criminogènes et qui attire aussi l'attention des autorités publiques et de la justice. Et c'est un secteur où il y a pas mal de litiges. Voilà. Merci pour cette petite présentation. On voulait débuter avec un sujet un peu d'actualité. Donc on va avoir le règlement MiCA qui va rentrer en application début d'année 2025. Et la grosse tendance en ce moment, c'est les meme coins. Et donc je voulais voir avec toi un petit peu, d'un point de vue juridique, voilà, qu'est-ce que ça fait qu'autant de meme coins se lancent? Est-ce qu'il y a beaucoup de manipulation de marché? Quels sont les risques aussi justement de lancer des meme coins et de manipuler un petit peu le marché sur des meme coins, soit qu'on lance nous-mêmes, soit qui existent et qu'on fait, entre guillemets, un peu augmenter et on vend une fois que le meme coin est en haut pour, entre guillemets, gagner, engranger des profits et faire perdre de l'argent à des gens qui auraient investi dessus. Okay. Oui, effectivement, comme tu le dis, question brûlante, puisque bon, on en voit, il y a pas mal de gens beaucoup de gens qui en parlent aujourd'hui. Les meme coins, c'est une des grosses tendances de l'année. C'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps dans le secteur de la crypto, mais qui explose véritablement cette année. Et je pense que c'est la grosse tendance, à mon avis,
enfin, je ne suis pas le seul à poser ce constat, mais du bull run qui s'annonce. Bon, si tu me permets, je vais peut-être prendre les sujets un peu les uns avec les autres. Bon, ta question implique, implique déjà de poser un peu les bases, effectivement, comme tu en parlais, de la nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur. Pourquoi c'est intéressant de parler de MiCA quand on parle des mêmes coins? Parce que, bon, déjà, comme tu le dis, c'est une nouvelle réglementation qui va s'appliquer quasiment à toute la crypto, bon, à l'exception des activités sur les NFT et des activités véritablement décentralisées. Mais c'est important parce que ce règlement entre en vigueur, il va avoir une entrée en vigueur progressive, mais à compter du 1er janvier 2025, et il va contenir un certain nombre de provisions qui vont être en rapport avec les comportements sur le marché des cryptoactifs, qui n'étaient pas aujourd'hui jusqu'à maintenant régulés en Europe. Je m'explique. Je pense que tous vos auditeurs, en particulier ceux qui s'intéressent au trading, à la crypto et même les autres d'ailleurs, ont déjà entendu parler de la répression d'un certain nombre de comportements qu'on peut avoir dans la finance traditionnelle. Je pense aux opérations d'initiés, ou ce qu'on peut appeler aussi les délits d'initiés, les manipulations de marché, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, je dis bien en Europe parce que ce n'est pas le cas, c'est pas le cas aux États-Unis, tous ces comportements n'étaient pas réprimés ni en droit français ni en droit européen. Pourquoi? Parce que ces délits financiers spécifiques ne s'appliquaient, pour faire simple, qu'aux instruments financiers. Or, on considère aujourd'hui que les cryptos, en tout cas pour la plupart, je mets, si tu me le permets, de côté le débat sur les security tokens, etc., mais la plupart des cryptos ne sont pas considérés comme des instruments financiers. Et donc, on avait, on peut dire, une sorte de trou dans la raquette où on avait des comportements qui étaient des comportements objectivement, on va dire, déviants d'un point de vue de la régulation, qui ne pouvaient pas être sanctionnés sur le fondement de la réglementation financière, comme on pourrait sanctionner par exemple une opération d'initié, une divulgation d'informations confidentielles dans le secteur financier classique. Pour revenir juste sur le délit d'initié, c'est quand on est au courant d'une information qui va faire bouger les cours d'une action ou d'une crypto-monnaie, dans notre cas précis, à la hausse ou à la baisse, et qu'on en profite pour s'enrichir. Exactement. On peut très rapidement lister les trois principales infractions, on va dire, financières. On a d'une part la divulgation d'informations privilégiées. C'est le fait, pour une raison ou une autre, par exemple lorsque vous travaillez au sein d'un projet qui liste une crypto, d'être de façon assez logique en possession d'informations privilégiées, c'est-à-dire d'informations en lien avec le projet qui peuvent avoir une influence sur le cours, d'informations objectives et qui ne sont pas encore portées à la connaissance du public. Il y a des procédures aujourd'hui très spécifiques quand vous êtes en connaissance de ce type d'informations pour la divulguer, pour que la divulgation soit régulière. Il faut suivre un certain nombre de procédures, de formes, c'est-à-dire la divulguer de façon assez massive et concomitante sur à la fois le site du projet ou de l'institution qui détient cette information, et ensuite la divulguer avec une force de frappe suffisamment puissante pour que le public soit informé assez largement de la nature de l'information. Ça, c'est le premier type de comportement, on va dire, déviant qui peuvent être réglementés. Si vous ne suivez pas ces procédures qui sont aujourd'hui décrites dans le règlement MiCA et dans les lignes directrices d'application qui sont émises par l'ESMA, qui détaillent exactement comment vous faire, vous pouvez vous rendre coupable donc, de ce délit de divulgation d'informations confidentielles de façon irrégulière. Tu as ensuite les opérations d'initiés ou les délits d'initiés dont tu parlais. Et là, ça consiste beaucoup plus concrètement à faire un usage de ces informations qui sont confidentielles dans un but de prendre une position qui a vocation à permettre de t'enrichir sur les marchés. Et la troisième catégorie de délits qui est beaucoup plus large, c'est les manipulations de marché. Et là, on en reparlera, mais ça vise, on peut en parler tout de suite si tu veux, mais des comportements comme le spoofing ou le wash trading. Très rapidement, le spoofing, ça consiste à placer des ordres sur une position afin d'attirer, de faire croire au marché à une tendance et ensuite de les retirer avant qu'ils soient exécutés.
Donc ça, c'est une forme de manipulation de marché. Le wash trading aussi, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Ça consiste en fait, par exemple, à créer artificiellement du volume sur une crypto. Alors ça peut être particulièrement intéressant dans le cas des meme coins, en faisant des ordres d'achat et de vente, mais qui sont en réalité des ordres qui sont exécutés par la même personne, pour créer une espèce de, pour le dire rapidement, une espèce de FOMO autour du fait qu'il y a de la liquidité, il y a du volume autour de la crypto, il y a de l'attraction, donc pour inciter les gens, voilà. Donc tous ces comportements-là qui étaient déjà sanctionnés dans les marchés financiers traditionnels, c'était un règlement qui s'appelle le règlement MAR de 2014, aujourd'hui vont être venus, avec quelques ajustements, vont venir également s'appliquer au marché de la crypto, ce qui va faire rentrer pas mal de comportements qu'on a pu constater comme étant, on va dire, anormal. Je pense que tout le monde, tous ceux qui s'intéressent un peu à la crypto et au trading, ont pu voir des choses qui leur paraissaient un peu hallucinants et qui, pour autant, n'étaient pas sanctionnés en tant que tels, vont désormais être sanctionnés. Et je pense que voilà, le lien avec les meme coins est assez intéressant parce que je pense qu'on est sur peut-être un sujet sur lequel ces infractions financières classiques, etc., peuvent, on va dire, s'appliquer, en tout cas avec une acuité, une acuité particulière. Et ça s'applique à la fois aux professionnels et à la fois aux particuliers. Si je distingue professionnel de particulier, je sais pas, je dirais un professionnel, par exemple, c'est quelqu'un qui a lancé un projet avec une entreprise derrière, donc quelque chose d'un peu plus sérieux qu'un meme coin qui peut être lancé par un particulier d'une manière extrêmement simple en utilisant des outils maintenant qui permettent à n'importe qui de lancer un meme coin en quelques secondes. Donc ce règlement-là s'adresserait à ces deux typologies de personnes? Alors, effectivement, le règlement MiCA, en tout cas la partie qui concerne la répression de ce type de comportement pardon, sur les marchés s'applique à tous les acteurs, professionnels et particuliers. Juste peut-être un point, l'idée c'est de dire, à l'époque et aujourd'hui, ces comportements, même s'ils ne sont pas sanctionnés par la réglementation financière en tant que telle, peuvent potentiellement être sanctionnés par le droit pénal en particulier. Si le comportement que vous adoptez en émettant un meme coin peut être considéré comme de l'escroquerie, comme du vol, etc., évidemment, vous restez dans les cases du droit pénal classique. On pourra en parler, j'ai quelques exemples dans la DeFi, peut-être dans le secteur des meme coins, de sujets qui peuvent rentrer dans le cadre du droit pénal. Mais pour te donner un peu les deux rideaux du cadre réglementaire et répondre directement à ta question, le règlement MiCA encadre plusieurs activités en lien avec les cryptos, donc ce que font aujourd'hui ce qu'on appelle les PSAN, donc soit les plateformes, les gens qui vendent à des tiers ou qui conservent pour des tiers des cryptos. Et le règlement MiCA va aussi encadrer ce qu'on appelle l'activité d'émission de jetons. C'est déjà en partie encadré aujourd'hui par le droit français. Il y a un régime sur ce qu'on appelle les ICO. Je pense qu'il y a un régime de visa optionnel. En gros, tu as le droit de faire une ICO, mais si tu veux communiquer d'une certaine façon, il faut que tu ailles demander un visa optionnel à l'AMF. Aujourd'hui, on passe à un régime qui n'est plus un régime de demande optionnelle auprès du régulateur, mais qui, le règlement MiCA prévoit que sous certaines conditions, bon, il y a certaines exemptions, hein, en dessous d'un certain volume, etc., mais que lorsque tu émets des jetons, tu dois remplir un certain nombre d'obligations, et notamment rédiger un livre blanc avec les caractéristiques principales du jeton que tu vas émettre, et notifier ce livre blanc à l'autorité de régulation dans un certain délai avant l'émission de jeton. L'une des conditions également pour pouvoir émettre un jeton, et je pense que c'est directement en lien avec les meme coins, c'est aussi, selon le règlement MiCA, déjà d'être une personne morale. Donc, si on suit à la lettre le règlement MiCA, déjà le simple fait de faire une émission de jetons, donc sous certaines conditions de volume, etc., mais bon, en bull market, je pense que beaucoup de jetons, à mon avis, rentreront dans les critères prévus par MiCA. Déjà, il faut être une personne morale. Donc, c'est-à-dire que le particulier qui émet un meme coin, et si le meme coin prend un peu d'importance, etc., et qui se situe dans le territoire de l'Union européenne, déjà, son activité d'émission, elle peut potentiellement être en contradiction avec le règlement MiCA du simple fait qu'il n'est pas structuré autour d'une personne morale. Et ça, qu'est-ce qui risquerait?
Bah, ils risquent les sanctions qui sont appliquées en cas de méconnaissance de la réglementation financière. Donc, c'est potentiellement donc des sanctions financières et administratives qui peuvent être données par le régulateur, et aussi des sanctions pénales qui peuvent y être associées, donc des amendes et éventuellement, dans les cas les plus extrêmes, même si en Europe ça s'est assez peu posé concrètement jusqu'à maintenant, mais aussi potentiellement une peine de prison. Donc il faut quand même faire attention. C'est une activité, je pense que euh, voilà, le risque dont je vous parle et l'encadrement est aujourd'hui encore théorique. Et puis, comme tu l'as dit, Mika rentre en vigueur le 1er janvier 2025, mais en fait, selon les dispositions, en fait, on va avoir une entrée en vigueur progressive pendant 3 ans du règlement. Donc, je ne vous dis pas que demain, tous ceux qui utilisent la plateforme dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui émettent des meme coins, qui ont beaucoup de succès sur Solana, etc., vont se retrouver demain mis en demeure par le régulateur, etc. Parce que bon, il y a aussi un sujet de moyens, il y a pas mal de sujets pratiques, mais en tout cas, c'est une activité qui aujourd'hui sur laquelle il y avait un flou juridique, et demain il y aura beaucoup moins de flou, quoi. Donc, on pourrait imaginer peut-être une interdiction aux citoyens européens d'utiliser ce type de plateforme-là ou ce genre de choses-là? Bah, on peut imaginer pas mal de choses. On peut d'ailleurs, alors c'est un sujet d'ailleurs qui est intéressant, mais parce qu'il y a la personne physique ou la personne morale qui émet le jeton qui peut faire l'objet éventuellement de poursuites, mais il y a aussi quid de l'infrastructure, c'est-à-dire que ces plateformes qui permettent aujourd'hui en 3 clics de pouvoir créer un meme coin, de l'émettre, de choisir le volume de ton meme coin et de pouvoir, si tu veux, le vendre à du retail de façon hyper facile. Euh, on peut imaginer potentiellement aussi un régime de responsabilité ou une application de la réglementation à ces plateformes-là. Parce que dans ce type de configuration, il y a certes la personne physique qui va émettre le même code, mais il y a aussi la plateforme qui lui permet de le faire dans les conditions qu'elle le fait aujourd'hui sans aucune vérification, ni sur l'identité. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer un memcoin sans donner son identité, il suffit de connecter un wallet. Donc oui, en tout cas, l'environnement de création des memcoins va considérablement évoluer demain. Alors je ne veux pas non plus être trop alarmiste vis-à-vis de vos auditeurs en leur disant que demain ça va être absolument interdit ou extrêmement compliqué ou qu'il faudra arrêter directement leur activité. Mais en tout cas, on va être dans une situation qui ne sera plus une situation de flou réglementaire, et où voilà, on ne pourra pas essayer de profiter d'une forme de zone grise autour de cela. Euh, voilà, après, je te le dis, il y a pas mal d'aspects pratiques aussi qui rentrent en considération, mais je dis, voilà, aujourd'hui, dans ce que je constate autour des meme coins et dans les gens qui viennent nous voir aussi pour qu'on leur donne un avis sur leur opinion, voilà, pas, on leur dit pas toujours que ce qu'ils font est légal, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, la réglementation classique et le droit pénal classique peut s'appliquer aussi sur ce type d'activité. Et c'est sûr que si tu arnaques enfin, des personnes qui achètent ton jeton pour toi, alors que tu détiens la majorité des jetons, les revendent derrière, j'imagine que déjà ça c'est entre guillemets illégal. Bah, il y a plusieurs sujets de légalité. Il y a, en fait, quand tu crées un meme coin, t'as la question de savoir est-ce que tu as burn ou non les jetons de liquidité derrière. Si tu gardes la main mise sur les jetons de liquidité et que tu pars avec la caisse du jour au lendemain, là, effectivement, tu peux éventuellement, ce comportement peut être qualifié de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance. Tu as d'autres situations, effectivement, si tu as une part de la supply, si tu as gardé une part très importante de la supply et que au moment où ton jeton, tu vois qu'il y a suffisamment de volume et de liquidité et que tu dumps sur tes acheteurs sans les avoir prévenus, sans avoir été transparent, là aussi, il y a des sujets d'escroquerie et d'abus de confiance. Donc effectivement, il y a pas mal de comportements qui aujourd'hui peuvent déjà être réprimés. Alors moi, ce que je constate, à mon échelle, hein, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi une adaptation de la part des émetteurs de memecoin qui, pour certains, sont des scammers. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent, quand on a ce genre de comportement extrêmement caricaturaux, ils s'arrangent pour que le montant des préjudices individuels soit relativement faible. C'est-à-dire que individuellement, les gens ne perdent pas trop d'argent,
parce que c'est un moyen de se protéger aussi contre d'éventuelles poursuites. C'est-à-dire que vous avez beaucoup moins de chances de vous faire poursuivre si vous avez 5 000, 10 000 victimes à 500 dollars que si vous avez une victime à 70 000 dollars. Donc, petit conseil, quand il y a des projets qui limitent à un montant de 100 dollars par exemple maximum, ça peut être un Ça peut être un red signe, flag. ça peut être un signe, et j'ai envie de dire, même au-delà et ça c'est quelque chose qu'on a vu, que moi j'ai vu dans pas mal d'affaires en France, euh, ce que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est que même si les règles sont claires, c'est-à-dire même si vous n'avez pas caché que vous avez accès à la liquidité, même si vous n'avez pas caché que vous détenez une part importante de la supply, en fait, il faut communiquer l'information de façon suffisamment claire et transparente à vos potentiels acheteurs. C'est-à-dire que le fait de dire non, mais le fait que j'ai pas burn mes jetons de liquidité, mes LP tokens, ça c'était transparent sur le code, sur la blockchain, etc., ça ne suffit pas. Les acheteurs de Namecoin sont des consommateurs au sens du droit de la consommation. Et donc, il y a un certain nombre d'obligations quand vous vous adressez à du retail de cette façon, et des obligations de transparence, etc. Sinon, et on a déjà eu des condamnations pour le coup en France là-dessus, vous pouvez vous faire condamner pour pratique commerciale trompeuse ou pratique commerciale trompeuse par omission. Si vous pratiquez par exemple des frais très importants ou si vous ne mettez pas de façon suffisamment claire en avant une information déterminante pour vos acheteurs, vous pouvez rentrer sous le coup de la loi pénale sous cet angle-là, quoi. Ok, super intéressant. Et du coup, là, on parlait un petit peu de manipulation de marché. Bon, on a vu, donc Donald Trump a été élu aux États-Unis avec un fort soutien de Elon Musk. Et donc là, au moment où on enregistre le podcast, il y a quelques jours, Trump annonce la création du DOGE, alors le Department of Government Efficiency. Efficiency. Ouais, c'est ça, exactement. Et on a vu quelques jours précédant cette annonce-là, le cours du Doge progressivement augmenter, 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 augmenter. Est-ce qu'on peut parler de manipulation de marché? À qui est-ce que ça peut profiter? Est-ce que Elon Musk aurait pu en parler à d'autres personnes? Ça, on ne saura pas forcément. Mais est-ce qu'en Europe, actuellement, et après l'entrée en vigueur du règlement MiCA, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer en Europe où Elon Musk en Europe se ferait attaquer immédiatement pour manipulation de marché, délit d'initié, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis. Je ne connais pas exactement la différence entre l'Europe et les États-Unis, mais d'ailleurs, est-ce qu'il pourrait se faire attaquer aux États-Unis pour cela? Ouais, c'est un sujet intéressant et effectivement qui est assez d'actualité pour deux raisons, parce que effectivement il a annoncé de façon, on va dire, assez provocatrice et avec des références, on va dire, euh, au Dogecoin, le fait qu'il allait prendre la responsabilité donc de ce Department of Government Efficiency. Je vais faire une réponse en deux temps. D'abord sur la différence entre la France et les États-Unis, parce que c'est un peu entre l'Europe et les États-Unis. Ces comportements de manipulation de marché, etc., sont déjà sanctionnés depuis longtemps aux États-Unis, y compris dans le secteur crypto. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette différence qu'on a eue en Europe où les délits financiers spécifiques dont je te parlais, ces comportements déviants, ne s'appliquaient qu'aux instruments financiers classiques ou qu'aux commodities et pas aux cryptos. Donc ça s'applique depuis assez longtemps déjà aussi aux cryptos. Donc on peut être poursuivi aux États-Unis pour manipulation de marché, pour délits initiés en lien avec les cryptos depuis un moment. Ce qui va être le cas du coup en Europe seulement à compter de l'entrée en vigueur de MiCA si tu as bien suivi ce qu'on s'est dit depuis le départ. S'agissant d'Elon Musk, en fait, il a déjà été poursuivi pour manipulation de marché, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de holders de Dogecoin qui ont déposé une plainte contre lui. C'était je sais plus, c'était en 2022 ou 2023, si mes souvenirs sont bons. euh, pour manipulation de marché en lui demandant un dédommagement et on parle de plusieurs. Les demandes à l'époque se chiffraient en milliards d'euros de la part des demandeurs. Donc il y a eu une petite bataille médiatique pour savoir si oui ou non ce qu'avait fait Elon Musk était susceptible d'être qualifié en tant que manipulation de marché. Et il y a un juge qui est un juge new-yorkais, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est un juge new-yorkais qui, à la fin de l'été en 2014, en première instance, a décidé de rejeter la plainte des plaignants
Alors, il faudrait consulter le document en détail, mais dans mes souvenirs, ce que j'avais vu à l'époque, il avait rejeté la plainte de manipulation de marché en mettant en avant le caractère, on va dire, fantasque des tweets d'Elon Musk et en disant que ces tweets, ces indications un peu fantasques ne pouvaient constituer des indices susceptibles d'influencer un investisseur correctement avisé dans sa décision d'investissement. En gros, le juge s'était appuyé sur la dimension effectivement humoristique ou en tout cas second degré, on va dire, des tweets d'Elon Musk pour considérer que ça ne devait pas être considéré par un investisseur raisonnable comme une indication ou une contre-indication à investir sur cet actif. C'est une discussion c'est une appréciation qui est discutable, qui, de mon point de vue, tout à fait personnel, a le mérite de responsabiliser l'investisseur. C'est-à-dire que le juge, et ça ne veut pas dire qu'il le ferait dans toutes les situations, mais dans ce cas-là, botte en touche et va dire en gros à l'investisseur, bon, t'as mis toutes tes économies dans le Dogecoin, t'as joué entre guillemets à la roulette sur la base de tweets qui n'étaient pas des informations sérieuses et qui n'étaient pas présentées même comme des informations sérieuses, et ben, en gros, tu as voulu faire du gambling, donc tu es suite à perte. Je crois que les plaignants ont fait appel, donc le sujet n'est pas totalement réglé, mais en tout cas, il a plutôt, on va dire, sur le plan judiciaire, il a plutôt eu raison, et je complète juste, après je te laisse la parole, mais sur le fait, est-ce qu'en Europe, ça pourrait se passer? En Europe, je pense que maintenant, on pourrait avoir le même type de configuration avec bon, un régulateur et une justice qui est un petit peu moins efficace et une incitation à aller en justice qui est un peu moins forte qu'aux États-Unis, puisque les demandes ne pourraient pas être chiffrées de la même façon. Enfin, on n'a pas de dommages et intérêts punitifs en France, voilà. Moi, mon sentiment, qui n'est qu'un sentiment, hein, ce serait que peut-être qu'en France ou en Europe, on pourrait plus facilement caractériser une manipulation de marché dans ce type de configuration, mais qu'en revanche, les conséquences financières, etc., seraient beaucoup moins, et même légales, pénales, ce que tu veux, seraient beaucoup moins importantes et leur ampleur financière même serait beaucoup moins désincitative, si tu veux, qu'aux États-Unis, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'entre les États-Unis et l'Europe ou la France, aux États-Unis, on va peut-être responsabiliser davantage les investisseurs, alors qu'en France, on en parlait aussi un petit peu avant, à partir du moment où une banque, par exemple, laisse sortir les fonds d'un client pour aller investir dans les mêmes coins, à quel point la banque pourrait être tenue responsable. Et donc, on biberonne un petit peu, entre guillemets, les investisseurs en leur disant, bon, d'accord, on sait que tu es un peu bête, que tu n'es pas capable de réfléchir par toi-même, et donc que ce comportement-là n'est pas forcément... Ouais. Bah, il y a deux sujets dans ce que je dis. Tu relances ce que je dis, c'est-à-dire qu'on a peut-être une tendance, enfin, pas peut-être, on a une tendance beaucoup plus paternaliste, on va dire, de l'État et de la réglementation à aller protéger l'investisseur. En tout cas, en théorie, parce qu'on a des autorités de régulation qui ont nettement moins de pouvoir et nettement moins de moyens en France qu'aux États-Unis. Donc, on protège beaucoup plus en théorie, mais est-ce qu'en pratique, on protège plus? Honnêtement, j'en suis pas sûr. Je suis même très convaincu de l'inverse. Euh, et donc oui, voilà, je pense que ce comportement pourrait être potentiellement plus sanctionné en France qu'aux États-Unis. Sur la question des banques que tu évoquais, qui est un peu un sujet annexe, on a quand même si les choses là-dessus, je te rejoins en partie parce que les choses sont en train de changer. Ce qu'on voit sur les gens qui investissent, donc qui font des investissements un peu hasardeux, soit dans des scams, soit et qui tentent d'engager leur responsabilité de leur banque. Aujourd'hui, le principe, c'était que le principe de libre disposition des fonds du client prenait quasiment à 99,9% le dessus sur les impératifs de protection du consommateur auquel est assujettie la banque. C'est-à-dire que la banque n'est pas censée avoir un droit de regard et un droit d'opposition sur les virements que font ses clients sur des produits, y compris des produits crypto.
On voit, alors on avait quelques décisions d'espèce de tribunal judiciaire qui commençaient à juger le contraire, mais qui étaient systématiquement recadrées par la Cour de cassation. La Cour de cassation considère que pour que la banque s'oppose et qu'on puisse engager la responsabilité de sa banque quand on fait un investissement hasardeux, il faut qu'il y ait une anomalie apparente. On appelle ça une anomalie apparente, et en fait la notion d'anomalie apparente était appréciée de façon très restrictive. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des brèches qui sont de plus en plus grosses, donc qui vont tendre à plus protéger le consommateur qui le font, Là, qui apparaissent. tu parles dans le sens où la banque te refuse l'accès à ton argent. Mais par Exactement. contre, moi, par exemple, j'ai acheté une voiture récemment. J'ai voulu retirer 10 000 euros. On m'a demandé pourquoi est-ce que je voulais retirer 10 000 euros. Ça, Ouais. en revanche, les banques ont le droit, ou c'est un abus un petit peu de pouvoir, ou est-ce qu'elles, pour faire le lien avec la crypto, est-ce qu'elles pourraient vous demander pourquoi est-ce que tu veux faire un virement de 10 000 euros vers Binance, par exemple? Qu'est-ce que tu prévois de faire avec? Et si tu réponds que tu prévois d'acheter des mêmes coins, par exemple, pourrait te refuser le virement? Alors, en fait, ces restrictions qu'on peut avoir sur le montant, elles sont liées à l'application de la réglementation, donc, comme tu veux le savoir, sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, théoriquement, elles ne sont pas censées pouvoir t'empêcher de façon pérenne de pouvoir retirer des sommes d'argent. Elles sont censées pouvoir te demander des justificatifs et une fois que tu les fournis, te libérer quand même les fonds. Euh, la banque, elle ne peut pas s'opposer, et ça pourrait constituer, si elle s'y oppose de façon plus structurelle, plus pérenne à la libre disposition de tes fonds, alors même que tu as fourni les justificatifs qui étaient légitimes, ce serait un motif susceptible d'engager sa responsabilité. Ce qui se passe en pratique, c'est que si la banque ne veut vraiment pas que tu investisses dans certains secteurs et que toi tu veux absolument le faire, bah, elle ne te garde pas comme client. Elle te dit, OK, je clôture ton compte, donne-moi l'IBAN d'un autre établissement, j'envoie tes fonds et puis tu te débrouilles si tu veux avec la boutique d'à côté. Faut garder quand même en tête que sur le principe, il y a la liberté du commerce et de l'industrie, que les banques sont des commerçants, entre guillemets, comme les autres. Si elles ne veulent pas t'accepter dans leur boutique, elles ne t'acceptent pas. Et donc, si elles considèrent qu'elle ne veut pas d'un client, soit parce que c'est trop risqué, soit pour d'autres raisons, qui investit dans la crypto, elle n'est pas censée te bloquer et t'opposer de façon, s'y opposer de façon pérenne dans le temps, mais si vraiment elle considère que c'est pas conforme à sa politique interne, elle t'enverra voir la banque voisine, quoi, théoriquement. Donc, elles font ça aussi pour se protéger, j'imagine, parce qu'il y a déjà certaines personnes qui ont attaqué leur banque pour ces raisons-là, parce qu'elles elles ont fait un virement vers une plateforme d'échange frauduleuse ou même directement vers des escrocs, et donc se retournent vers leur banque pour ces raisons-là. Exactement. Et là, et quand je te parlais de brèche, là, il y a quelques minutes sur la jurisprudence, sur le fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'engager la responsabilité de sa banque quand tu fais en gros n'importe quoi avec ton argent ou que tu l'investis sur des scams ou que tu perds tes fonds. Cette affirmation, elle est de moins en moins vraie. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des décisions constantes de cour d'appel, etc. Où, par exemple, le fait de faire un virement bancaire vers une plateforme qui est par exemple sur liste noire de l'AMF. Et on voit que par exemple sur la liste noire de l'AMF, il y a des scams objectifs et il y a aussi des plateformes qui ne sont pas nécessairement des scams, mais des plateformes qui, pour X ou Y raison, n'ont pas souhaité s'enregistrer en France, etc. Et qui peuvent parfois avoir beaucoup de volume. Si la banque te laisse passer ces virements, et en général ça passe, et qu'ensuite, pour une raison X ou Y, tes fonds sont amenés à être perdus, encore une fois qu'il s'agisse d'un vrai scam ou non, aujourd'hui, la jurisprudence considère que pour une banque, laisser des virements passer vers des plateformes qui sont sur liste noire, c'est constitutif d'une anomalie apparente et donc c'est susceptible d'engager sa responsabilité. C'est quelque chose qui n'existait pas en jurisprudence jusqu'à maintenant. Donc on voit en fait, et il y a plus, je pourrais te citer plusieurs exemples, mais on commence à avoir plusieurs failles, entre guillemets, dans la jurisprudence où le principe de libre disposition des fonds des clients, qui en gros protégeait les banques jusqu'à maintenant d'actions en responsabilité qui pouvaient intenter par leurs clients qui font des mauvais investissements, aujourd'hui, il commence à y avoir des brèches dans ce type de jurisprudence. Ok. Et je voulais faire le lien, donc, parler un petit peu de sujet de cybercriminalité autour de la crypto. Toi, à quel type d'affaires est-ce que tu vas être confronté? Est-ce que tu as beaucoup de personnes déjà qui viennent au cabinet parce qu'ils se sont fait arnaquer, parce qu'ils sont tombés dans un scam, ce qu'on appelle un scam dans le secteur? Et un petit peu ce que tu pourrais nous dire, quel est le profil de ces gens-là? Est-ce
est-ce que c'est des gens qui s'y connaissent forcément dans la crypto? Est-ce que tu vois beaucoup de débutants qui arrivent dans la crypto, des personnes peut-être un peu plus âgées et qui se font avoir par des promesses de gains faramineuses? Alors, nous, là, pour essayer de reprendre aussi tes points dans l'ordre, donc on traite des types de contentieux qui sont assez variés au cabinet. Mais je dirais qu'on a, pour simplifier, deux types de clientèle. On a une clientèle qui, bon, l'essentiel de notre activité, ça consiste à défendre plutôt les intérêts d'entrepreneurs et de personnes qui ont des projets dans la crypto, que ce soit dans la DeFi, des gens qui, ça peut être des personnes à titre individuel ou pour leur société, qui ont des projets qui peuvent avoir des litiges qui naissent de leur activité, donc soit des protocoles qui vont se faire hacker, soit des sujets tout simplement de recouvrement de créances qu'on peut avoir en crypto, etc. Donc en fait, on a un côté un peu contentieux des affaires de façon générale qu'on a pour nos clients qui sont plutôt des pros, que ce soit des individuels ou des... Et on a évidemment la crypto, je pense que c'est un sujet bon, que vous avez beaucoup traité et qui est malheureusement... qui revient souvent sur la une, on va dire, des médias crypto, qui est celui des victimes de hacks, d'escroqueries, etc. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, et surtout dans des périodes comme on connaît, la bull market, où il y a une FOMO, où les gens vont, on va dire, pas trop réfléchir avant d'investir. Donc on a effectivement beaucoup de prises de contact ou de gens qui nous contactent pour ce type d'escroquerie. Ici, l'idée, nous, en tout cas, pour filer une métaphore médicale, l'idée de ce genre de dossier, c'est que nous, on va prendre ce type de dossier et proposer quelque chose au client que si il y a matière à opérer, quoi. C'est-à-dire qu'on fait une opération, qu'il y ait une chance de succès à la fin, même s'il prévient le client si les chances sont plus ou moins faibles ou plus ou moins élevées de pouvoir récupérer les fonds. L'idée, c'est que sur ce type de dossier, il y a plusieurs facteurs qui comptent. Le montant du préjudice, déjà, quand vous avez un préjudice qui est inférieur à 30-40 000 euros, honnêtement, sauf exception, c'est-à-dire que sauf si vous connaissez le nom de la personne qui est à l'origine du scam, etc., je vous dis pas, je ne découragerai pas les gens d'aller porter plainte, parce que ça peut toujours, même psychologiquement, etc., faire avancer, mais vous avez une chance que vos fonds soient récupérés ou que la personne soit arrêtée qui est proche de zéro. Pourquoi? Parce que la justice étant ce qu'elle est en France, des affaires de scam, d'arnaque, de hack, il y en a énormément, et la justice va malheureusement pas allouer de moyens pour des préjudices qui sont considérés comme trop faibles, et honnêtement en dessous de 30-40 000 euros, même parfois en dessous de 50, ça va être compliqué. Et donc les profils qui nous contactent honnêtement pour ce type de dossier sont assez divers. C'est-à-dire qu'on va avoir, si tu veux, vraiment l'investisseur lambda, le John Doe, qui, jeune retraité, a un peu de fonds, veut investir dans la crypto, clique sur une pub sur Facebook, se crée un compte sur Binance et envoie 200 000 euros sur une adresse, sur une faute plateforme qui lui fait croire que ses fonds vont fructifier. On va aussi avoir des gens qui sont, même parfois des gens qui travaillent dans le secteur de la crypto et qui vont, parce qu'ils ont cliqué sur le mauvais lien, parce que sans faire attention, en pensant qu'ils étaient en faisant pas attention, ils étaient sur un site miroir d'un protocole DeFi, vont voir leur wallet siphonné, etc. Et qui ensuite ont parfaitement conscience de ce qui s'est passé, de l'erreur d'inattention qu'ils ont fait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que même des gens très aguerris, et je pense qu'on a ceux qui suivent un peu le secteur crypto doivent le voir, peuvent aussi tomber dans des hacks assez sophistiqués. Oui, bien sûr, il suffit que la situation, je sais pas, on soit stressé, qu'il y ait son enfant qui hurle derrière, qu'on soit un peu dans la panique, et c'est possible. Ça peut arriver vraiment à tout le monde. Exactement, et et effectivement, c'est des dossiers où on a vu, voilà, qui ont quantitativement augmenté de façon exponentielle. Et comment vous avez vu l'évolution de la compréhension de ces affaires-là par la justice française, par les autorités policières, judiciaires? Est-ce que
as constaté quand même une augmentation de la compréhension, l'utilisation de logiciels pour pouvoir tracer les fonds, pour pouvoir savoir un petit peu ce qui s'est passé exactement sur la blockchain, pour savoir où est-ce que les fonds vont, transitent, pour retrouver justement le voleur, le pirate. Bah, j'ai envie de dire, il y a toujours une question d'interlocuteur. Et parfois, c'est assez compliqué de le faire comprendre aux clients ou aux personnes avec lesquelles on discute, mais parce qu'on voit la justice et l'État comme une entité homogène. Mais en fait, la façon dont votre dossier va être traité va dépendre de considérations très triviales et très trivial, c'est pas le bon mot, mais très contingent, qui est sur quel bureau votre dossier va atterrir. En gros, il faut que votre dossier, pour être traité correctement, atterrisse sur le bureau d'un procureur que ça intéresse et qui comprend ce qui se passe, et ensuite sur le bureau d'un policier que ça intéresse et qui comprend ce qui se passe. Si votre dossier, surtout sur des infractions qui sont quand même assez techniques, qui requièrent déjà, c'est assez naturel, j'imagine, peut-être pour une partie de vos auditeurs et pour nous, mais la crypto, pour 85% des gens, en gros, c'est parce que si on part du principe que 12% des Français investissent dans la crypto, mais c'est quelque chose de très opaque. Et donc, déjà, il va y avoir une barrière à l'entrée, ça ne va pas les intéresser. Et là, vos chances de succès sont assez nulles. Ce que je constate, pour répondre plus directement à ta question, c'est qu'il y a eu évidemment une montée en puissance qui est assez, honnêtement, assez remarquable des autorités sur ces sujets-là. Mais encore une fois, pas de tout le monde. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une partie de la police et de la gendarmerie. Donc, je pense aux cybergendarmes, ce qu'on appelait C3N, jusqu'à il n'y a pas longtemps. La brigade financière à Paris, la brigade de lutte contre la délinquance astucieuse. Donc, en gros, les services de police qui sont spécialisés en matière de délinquance financière et de cybercriminalité, qui aujourd'hui, pour une partie d'entre eux, les agents sont bien formés et disposent de logiciels. Enfin, il y a 2 logiciels qui sont très connus, que tout le monde a en tête, qui sont utilisés en fonction de qui gagne l'appel d'offres par les autorités. Et donc, aujourd'hui, on a une vraie compréhension de la technologie par une partie des autorités, une partie des policiers, et aussi une partie des magistrats. Mais malheureusement, c'est une partie des magistrats qui sont spécialisés dans ces contentieux. Je pense qu'à Paris, par exemple, nous, on a souvent, on a un cabinet d'avocats parisien et on a beaucoup d'affaires qui sont traitées à Paris, soit par des juges d'instruction, soit par des procureurs à Paris. En particulier, vous avez au sein du parquet de Paris 2 sections. La section J3, qui est une section spécialisée dans les affaires de cybercriminalité. Vous avez que des procs qui font de la cybercriminalité, et une section qui s'appelle la section F2, où il n'y a que de la criminalité financière. Et là, vous parlez crypto avec ces procureurs, et ils connaissent parce qu'ils voient beaucoup de dossiers. Pour l'anecdote, en discutant de ces sujets-là, donc avec ces interlocuteurs, on voit que le sujet est maîtrisé, et on nous dit même que c'est devenu un sujet d'importance, on va dire, stratégique aussi au sein de ces juridictions et ces magistrats spécialisés, parce que dans des affaires de cybercriminalité, par exemple, aujourd'hui, moi, on m'a confié récemment qu'on voyait de la crypto quasiment dans un dossier sur 2. C'est-à-dire que ce soit de façon directe, c'est-à-dire que la crypto soit l'objet même du délit ou de l'enquête, ou qu'elle en soit un accessoire. En fait, on voit de la crypto dans beaucoup de dossiers. Que ce soit pour des transactions, dans le cadre voilà, voilà, c'est pas nécessairement l'infraction principale, mais la crypto est beaucoup utilisée. En termes d'infraction, il y a quoi? Il y a les ransomware, j'imagine. Donc, c'est les entreprises qui se font bloquer leur logiciel informatique ou enfin tout leur parc informatique par des hackers qui demandent une rançon pour ensuite libérer l'accès à ces ordinateurs-là, à ces données qui sont inclus là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a comme autre typologie de dossiers auxquels ils sont confrontés, auxquels toi tu peux être confronté? Alors, oui, il y a effectivement la question des ransomware. Bon, tous les ransomware ne fonctionnent pas, enfin, toutes les personnes victimes de ransomware ne sont pas rançonnées avec de la crypto. Il y a encore plein de ransomware où tu es rançonné avec des
virement en fiat, même si la crypto est un moyen quand même qui est beaucoup plus simple et qui est beaucoup plus Mais il me utilisé. semble avoir vu passer que la majorité était encore d'ailleurs en fiat Ouais, et pas en ouais, crypto. alors c'est de moins en moins vrai en tout cas. Bon, moi après j'ai un miroir déformant, c'est-à-dire que je suis avocat spécialisé dans la crypto et les gens qui viennent me voir, soit côté personne poursuivie, soit côté partie civile, donc les entreprises qui viennent me voir pour faire de l'asset recovery, on en parlera après, et donc essayer de récupérer leur crypto, par définition elles viennent me voir parce que les rançons ou des fonds ont été perdus en crypto. Donc moi je vois majoritairement, très majoritairement des rançons qui sont payées en crypto. Et la tendance, c'est quand même qu'aujourd'hui, on utilise quand même, on utilise de plus en plus la crypto par rapport au virement classique dans ce type de dossier. Mais en fait, la crypto, on peut en retrouver comme un moyen dans des dossiers, dans d'autres types de dossiers, des dossiers euh, par exemple, des dossiers bon, qui sont, tu peux avoir des paiements de rançon qui sont faits en crypto. Tu peux avoir de l'envoi de fonds, donc du blanchiment de capitaux sur des activités, par exemple, de trafic de stupéfiants, qui sont payés en crypto. Et donc là, dans tout le volet financier de ces dossiers-là, et quand tu t'intéresses à en général, quand tu as la brigade quand t'as la brigade financière ou quand tu as des magistrats financiers qui sont saisis de ce dossier, il y a une grosse partie du volet financier de ces enquêtes euh, qui peut faire appel où les délinquants ont pu faire appel à de la crypto. Et donc, il y a une nécessité aussi pour cette criminalité, on va dire, plus classique, donc trafic de drogue ou autre, où on a besoin de comprendre la technologie, on a besoin de décortiquer les mécanismes financiers, on a besoin de retracer les cryptos et on a besoin surtout, c'est ce qui intéresse à la fois mes clients et les magistrats, d'aller faire des saisies de fonds en crypto. Et pour faire une saisie de fonds en crypto, il faut comprendre la technologie et, euh, et, euh, et avoir des investigateurs qui sont capables de retracer les fonds. Hmm. Comment ça se passe une saisie de fonds en crypto? Si tu pouvais un peu retracer le fonctionnement peut-être d'une affaire que tu as pu suivre. Ouais. Euh, alors, donc, bon, des saisies de fonds en crypto, on peut en faire à la fois dans des affaires civiles, c'est-à-dire que demain j'ai un litige commercial avec toi, tu refuses de me payer, tu n'as plus 1 euro sur ton compte en banque. En revanche, je sais que tu as des USDC quelque part ou tu as des fonds sur un compte Binance ou Ledger. Ce que je peux demander aujourd'hui et ce qui se fait, nous on a eu parmi les premières décisions de juges civils autorisant à faire des saisies crypto, je peux dire au juge, voilà, j'ai des éléments qui me permettent de soutenir et de considérer que Robin a des fonds en crypto sur un compte sur une plateforme d'exchange. Regardez, ma créance elle est fondée, je vous m'autorisiez par voie d'huissier à demander à Binance de saisir ses fonds ou à demander à je sais pas, une boîte comme Circle, je te dis des emplois d'armes, de saisir ses fonds. Donc ça c'est dans des litiges commerciaux classiques. Où là on doit apporter aussi quand même des éléments au juge et on peut procéder à des saisies. Là, peut-être ta question portait plus sur des affaires pénales. Comment ça marche? En réalité, même si, alors, sur les plus gros dossiers, je dirais qu'il y a deux types de dossiers. Soit il y a des dossiers dans lesquels, on va dire, c'est des dossiers d'importance critique ou médiatique, soit parce qu'il y a un préjudice très important en crypto, dans des affaires de hack ou d'arnaque. Enfin, on a vu ça avec des dossiers comme Platypus, comme RBApe, etc. Mais donc soit il y a un enjeu financier tel que la police va elle-même spontanément, sous la direction du magistrat, faire le travail de tracing. Souvent, c'est quand même bien de baquer un peu le travail, quelle que soit la partie au dossier, hein, que tu sois côté personne poursuivie ou que tu sois côté victime, pour t'assurer que c'est fait correctement. Moi, j'ai été dans des situations où j'ai des clients qui ont été mis en examen et placés en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire parce qu'on avait considéré à tort qu'ils avaient été les destinataires, donc les receleurs de fonds issus de trafic et il y avait eu des erreurs en fait dans la façon dont le tracing a été fait. Donc il y a une compétence, mais qui est encore sur laquelle il faut, quand on est dans ce secteur-là, faire appel vraiment à des gens spécialisés parce qu'il y a une dimension technique à laquelle il faut faire attention. Et de la même manière, côté victime ou côté entreprise ou particulier qui veut recouvrer des fonds, vaut mieux aussi s'appuyer sur les services d'un professionnel parce que le travail de la police, comme n'importe quel travail, c'est un travail qui est un peu technique, peut conduire à des erreurs. Ce qu'on fait, nous, pour dire concrètement, dans la plupart des dossiers dans lesquels la police ne va pas déployer des moyens
important pour le tracing, c'est que en fait, on arrive de plus en plus dans un système à l'américaine où malheureusement, compte tenu des moyens de la justice, si tu n'apportes pas un dossier clé en main au procureur et à la police sur voilà où sont partis les fonds, voilà tous les indices dont nous disposons. Tu vois, je te donne des exemples où j'ai un client qui s'était fait dérober une partie de ses fonds sur sa plateforme. Enfin, on avait hacké sa plateforme, y compris son 2FA, il y avait du SIM swapping, etc. Il avait des fonds importants. On retrace le portefeuille, on regarde où partent les fonds pour demander à la police de faire des saisies quand les fonds, avec des alertes quand les fonds ressortent sur des plateformes, mais aussi tout un travail d'investigation. Est-ce que l'adresse qui a été utilisée, en l'occurrence sur Ethereum, n'est pas aussi utilisée sur d'autres blockchains? Est-ce qu'on ne peut pas retrouver avec... moi j'ai un souvenir d'un dossier où on avait vu qu'une adresse utilisée sur Ethereum, on avait un nom de domaine service sur Polygon, on avait retrouvé un compte Twitter. Enfin, et en fait, il faut faire les investigations à la place ou aider la police à faire les investigations dans la plupart des dossiers, parce que c'est la clé de résolution. En fait, il faut offrir un dossier quasiment clé en main à la police. Il faut plus que la police ait à envoyer il faut que la police ait simplement envoyé des réquisitions judiciaires à des plateformes ou à des tiers. C'est la clé de résolution dans la plupart des dossiers aujourd'hui. Et tu me disais d'ailleurs, pour l'anecdote, que tu avais été amené à travailler avec l'enquêteur on-chain crypto le plus connu mondialement actuellement, qui est Zach XBT, c'est ça? Ouais. Bah alors nous on a des dossiers. Alors, moi, je l'ai contacté sans succès à pas mal de reprises, Zach XBT à l'époque, parce que je voulais discuter avec lui et tout, etc. Mais bon, c'est pas du tout la philosophie du personnage, je pense que tout le monde l'a bien compris. Là où nous, on a pu s'appuyer sur son aide, ça n'a jamais été directement moi qui l'ai contacté en disant je te contacte au nom de l'un de mes clients. En général, c'est mes clients qui sont connus ou non, mais qui sont les victimes directes, qui vont aller le contacter en MP sur X, lui dire voici les faits dont j'ai été victime, etc. Et quand le dossier l'intéresse, lui et son équipe, moi je suis persuadé qu'il n'est pas tout seul, nous ont fait des retours, enfin je vais avoir 4-5 dossiers où ils nous ont fait des retours et nous ont aidés sur le côté tracing de transactions, etc. Ouais, parce qu'il doit de toute façon avoir tellement de demandes, enfin il y a tellement d'arnaques et tellement de gens qui se font scammer, pirater, que ça doit être qu'il doit être obligé de sélectionner les dossiers qu'il veut, les plus intéressants je pense pour lui aussi, ou ceux qui peuvent aider le plus les gens qui sont le plus en difficulté. Bah, je pense que lui, il a son intérêt, c'est-à-dire que les dossiers qui l'intéressent, c'est ceux sur lesquels il peut aussi tout simplement faire du retweet aussi, hein. Donc soit ces dossiers qui peuvent être sulfureux ou intéressants, soit parce que l'enjeu financier est important, hein. En gros, si vous vous faites, malheureusement, si vous faites hacker ou scam 50-60 000 euros que vous envoyez et qu'il n'y a pas de particularité à votre dossier, que vous envoyez un message sur Twitter à ce type d'investigateur, peu de chances qu'ils prennent votre dossier. Après, ça vaut toujours le coup. Mais l'idée, c'est que dans ce genre de dossier, bon, nous, on est un cabinet d'avocats, donc on n'est pas développeur, voilà, mais on connaît quand même bien techniquement l'environnement crypto. Donc, nous, on peut dire à un client quand il arrive au regard de ces transactions, est-ce que c'est compliqué, est-ce qu'il faut faire du demixing parce qu'on voit que est-ce que ça va être très compliqué ou est-ce que ça va être relativement simple? Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on les oriente sur des investigateurs crypto avec lesquels on travaille, qui vont nous rendre un rapport en disant, bah voilà, il y a une partie de vos fonds qui sont arrivés sur un portefeuille Binance, une partie de vos fonds qui sont arrivés sur un portefeuille de telle plateforme, où les fonds sont toujours en ligne, et ensuite, ils sont toujours sur une adresse on-chain, et ensuite, c'est sur la base de ces éléments-là, avec d'autres éléments d'analyse OSINT, que nous, on va construire un dossier pénal et aller dire au procureur, de façon très pragmatique, hein, voici ce que, au regard des éléments qu'on vous a présentés, donc on leur présente tout le raisonnement, il faut qu'ils puissent tout vérifier, hein, voici ce qu'il faut faire. Voici la personne à contacter chez tel exchange, voici son adresse mail où envoyer les réquisitions, voici l'adresse sur laquelle ont été reçus les fonds, et on vous demande de geler tous les fonds qui sont sur cette adresse, parce que même s'il n'y a qu'une petite partie du préjudice du client, en fait, on peut considérer que tous les fonds qui sont reçus sur cette adresse ont une origine illégale. Donc l'idée, c'est vraiment, je te dis, c'est un système de plus en plus à l'américaine pour des considérations malheureusement matérielles et pas pour des considérations de changement de fonctionnement du système juridique, on doit mâcher le travail au maximum de la police pour espérer avoir des résultats.
Ok. Et je voulais revenir sur ce que tu disais un peu avant. Ça semblait quand même un peu fou. Tu as des gens qui ont déjà été mis en examen de manière, enfin, parce que les autorités se sont trompées et pensaient que ces personnes-là avaient reçu des fonds de manière illégale ou autre. Enfin, comment est-ce que tu arrives à retrouver quelqu'un qu'on soupçonne d'être un arnaqueur ou d'être un hacker? Alors, les exemples, les deux exemples que j'ai en tête, c'est des gens où on a considéré qu'ils avaient, l'enquête on-chain avait considéré qu'ils avaient été les bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire ou qu'ils avaient été un des maillons de la chaîne de blanchiment d'infractions initiales qui étaient graves. Donc, soit, je ne sais pas en particulier, mais ça peut être du blanchiment du produit de l'infraction, du produit d'un crime. Et on a considéré, les autorités ont pu considérer que soit, alors il peut y avoir, en fait, il peut y avoir plusieurs sources d'erreurs. Il peut y avoir, par exemple, quand vous utilisez, et là pour le coup, je blâmerai aucun acteur en particulier parce que il peut y avoir ce qu'on appelle enfin, ce que j'appelle, et ce qu'on appelle avec les enquêteurs des faux positifs, c'est-à-dire que parfois vous avez certains logiciels de traçage qui vont associer par erreur certaines adresses à certaines plateformes ou certains services crypto. C'est-à-dire que l'adresse, il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire que l'adresse sur laquelle arrivent les fonds est la bonne, mais en revanche, les services les logiciels de tracing font des associations entre certaines adresses et certaines plateformes d'exchange, certains services, certaines entreprises. Et donc c'est sur la base, nous c'est déjà arrivé sur la base de ce type de faux positifs que des dirigeants ou des dirigeants ou des bénéficiaires effectifs de certains services crypto avaient été arrêtés, potentiellement mis en examen, interrogés, etc. Parce qu'on avait considéré sur la base de ce type de faux positifs qu'ils étaient des récipiendaires, que leur service avait reçu des fonds et qu'ils n'avaient pas pris les mesures pour les arrêter. Donc potentiellement ils avaient blanchi ou fait du recel. Ok. Donc c'est dans ce type de configuration. Parfois on a des erreurs qui sont plus triviales, dans des schémas de blanchiment assez compliqués, avec l'utilisation de mixeurs. Enfin, le démixing, ça reste quand même un truc qui est très compliqué. C'est-à-dire que la police ne sait pas faire. Nous-mêmes, enfin, il y a des... Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le Ouais, mixing? le mixing, c'est quand vous avez recours à un mixeur, c'est un service crypto, donc il y en a plusieurs. Enfin, on pourra y revenir si on a le temps, mais il y a des services comme Samurai Wallet, Whirlpool par exemple sur Bitcoin qui permettent en gros, si vous voulez, d'aller à l'encontre des propriétés de la blockchain, c'est-à-dire d'opacifier le chemin des cryptos. L'idée, c'est de les faire passer sur plein d'adresses ou de les faire passer sur des services pour ne pas voir ou vont faire perdre la trace des fonds aux autorités. En fait, l'idée, c'est de regrouper. Il y a 10 personnes qui vont regrouper toutes leurs cryptos ensemble et ensuite elles vont être redispatchées. Voilà, techniquement, en gros, c'est que vous faites rentrer vos cryptos dans un service et ensuite ça ressort sur une myriade d'adresses. Et donc il y a plusieurs personnes qui font rentrer leurs cryptos sur le service et ensuite vous ne savez pas en fait où la personne techniquement. Alors il y a des techniques de demixing, il y a des services, des sociétés. Nous on a des sociétés avec lesquelles on travaille sur malheureusement un nombre de cas très restreint parce que c'est des services qui coûtent extrêmement cher, qui proposent des services de demixing. Mais même les gens les plus compétents, ça reste une casuistique qui repose sur des probabilités, c'est compliqué. Et utiliser ce type de service-là, c'est ça qui pourrait générer potentiellement de faux positifs aussi Par exemple, Ouais. voilà, c'est-à-dire que quand vous avez des personnes qui connaissent bien, qui maîtrisent bien la crypto et qui... Alors ça, c'est une technique de blanchiment et de pacification des fonds, mais il y en a plein. Ça peut aussi conduire à des erreurs. C'est-à-dire que quand on fait le tracing, c'est pas suivre des cryptos d'une adresse A, B, C. Souvent, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui passent sur des plateformes. Par exemple, quand vous passez sur une plateforme et que vous ressortez sur un autre compte d'une plateforme, c'est aussi une façon de faire perdre. Donc il y a plein de techniques pour essayer de faire perdre la trace des fonds. Et donc ça peut conduire à des erreurs. Et dans ce cas-là, euh, en fait, il faut pouvoir se reposer sur quelqu'un. En tout cas, les gens viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on comprend la technologie et que nous-mêmes ou nous, avec les personnes avec lesquelles on travaille, on a conscience déjà de ces sujets et on va être en mesure de débunker rapidement l'erreur, de la montrer au magistrat et donc si tu veux, de dénouer la situation. Ok. Et tu me disais aussi que vous accompagnez, donc tu disais juste avant, des protocoles, par exemple, qui se seraient fait hacker. Mais donc,
ces protocoles-là sont, entre guillemets, voilà, les victimes de hackers. Comment est-ce que ça se passe quand un protocole se fait hacker, quand un fondateur de projet vient te voir et te dit bah, là, j'ai perdu pour X millions de fonds de mes clients, qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais pour les récupérer? Comment je communique auprès de mes clients? Comment je fais en sorte qu'ils ne m'attaquent pas en justice? Bah, je pense que tu as mis le doigt sur les deux enjeux principaux. Alors bon, on a des porteurs de projets, des fondateurs de protocoles, surtout dans la DeFi, qui viennent nous voir pour différentes raisons. Parfois aussi parce que certains de nos utilisateurs perdent des fonds, ça c'est une autre histoire. Et bon, il y a beaucoup de hacks, comme tu le vois dans ce secteur-là, donc ils viennent nous voir pour deux raisons. La première raison, c'est j'ai perdu des fonds, comment est-ce que, bon, est-ce que je peux négocier éventuellement avec la personne qui est l'auteur du hack? Donc, est-ce que tu peux m'aider dans la stratégie de négociation si un dialogue est possible, y compris par des messages qui sont envoyés on-chain, etc. Est-ce que tu peux m'aider à récupérer les fonds avec l'aide de la justice? Donc là, on rejoint tout ce travail de tracing, etc. Les fonds passent par tel service. Est-ce que donc on peut demander au procureur d'envoyer des réquisitions judiciaires à tel service pour avoir toutes les infos, les données de connexion, l'adresse IP? Ça marche quand tu es en France, quand le hacker est en France, ou même à la En fait, la justice française est compétente si la victime ou le hacker a la nationalité française ou est sur le territoire français. Donc tous les protocoles dont les fondateurs ou une partie des fondateurs sont en France peuvent faire appel à la justice française. Donc pour les aider à essayer de retrouver les fonds, retrouver les indices sur les auteurs, et aussi donc pour éventuellement avoir des saisies pénales. Peut-être là-dessus, ça peut être intéressant pour tes auditeurs de dire que les saisies pénales, évidemment, il y a un aléa qui est important, hein. On ne parvient pas à aller loin de là à récupérer les fonds dans tous les dossiers, hein, comme je pense que tout le monde peut l'imaginer. Mais les saisies pénales, notamment quand les choses sont bien faites, c'est quand même quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant dans un nombre non négligeable de dossiers à avoir au moins des saisies partielles de crypto, etc. Nous, aujourd'hui, au cabinet, sur les quelques années qu'on a de recul d'exercice, en prenant en compte le fait que les saisies crypto, ça marche vraiment depuis 1 ou 2 ans en France, on est à plusieurs millions d'euros de saisies. Donc c'est quand même quelque chose qui marche dans un nombre non considérable de situations. Et d'ailleurs, je voulais te demander tout à l'heure, il y a une crypto-monnaie qui se détache? Est-ce que c'est plus Monero, plus Bitcoin, plus USDT, USDC? Alors il y a beaucoup de saisies en stablecoin pour des raisons qui sont simples, c'est que, pour une raison qui est facilement intelligible, c'est que les stablecoins, ce sont des cryptos qui se saisissent de façon plus simple que les autres cryptos. Parce que pour des raisons régulatories, des boîtes comme Tether ou Circle sont obligées d'avoir une backdoor dans leur protocole d'émission de jetons qui puisse permettre de freezer et de rendre inutilisables les cryptos, même quand elles ne sont pas en conservation chez des tiers. Donc c'est plus facile de freezer des stablecoins que de freezer des bitcoins ou des ethers. Pour des bitcoins ou des ethers ou n'importe quelle crypto, il faut attendre que la crypto soit chez un tiers conservateur quand les personnes veulent les changer. Je reviens peut-être juste sur le point dont tu me parlais. Donc ils viennent nous voir, les fondateurs de protocoles, pour nous demander de récupérer leurs fonds. Et ils viennent nous voir aussi, et j'ai envie de dire parfois surtout, parce que sur les aspects techniques, etc., en général, c'est des gens qui ont leur expertise, qui ont leurs experts, qui ont leur réseau. Donc, les chances de récupérer les fonds, nous, on vient sur l'aspect légal, mais tout l'aspect traçage, etc., en général, est déjà fait de leur côté. Ils viennent nous voir pour se protéger aussi vis-à-vis, pour avoir une opinion, et puis éventuellement pour se protéger vis-à-vis de leurs users, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque zéro, hein. Quand on investit dans un protocole DeFi, on investit sur des technologies qui sont plus ou moins mûres, avec une réglementation qui est en construction, et donc il y a un risque qui est inhérent à l'utilisation du service. Et donc ils viennent me voir pour faire une audit de risque. Est-ce qu'on peut engager ma responsabilité? Est-ce que je peux être condamné à demain à rembourser mes utilisateurs? Est-ce que d'un point de vue réglementaire, d'ailleurs, j'ai été conforme ou non à la réglementation? Et ensuite, comment répondre, comment me protéger vis-à-vis de mes users? Ça, c'est un enjeu qui est particulièrement important. Avec l'arrivée, on va dire, un peu des institutionnels, ou en tout cas de grosses entreprises dans la DeFi, notamment sur Ethereum, effectivement, il y a peut-être des enjeux qui deviennent de plus en plus importants, encore plus importants que si c'était des
uniquement des particuliers, entre guillemets, parce que les moyens de ces entreprises-là sont largement supérieurs aux moyens que les particuliers ont. Donc les risques sont aussi plus importants, j'imagine. Moi, je pense que c'est un des très gros enjeux demain en contentieux de la crypto, c'est cette question de la responsabilité, qui est une personne morale ou non, hein, d'ailleurs, des protocoles dans la sécurisation des fonds de leurs clients. C'est-à-dire que on est en train le secteur se professionnalise, est en train de mûrir. Donc cette espèce d'époque où déjà personne ne comprenait rien, y compris les magistrats, est déjà révolue. Je ne dis pas que c'est non plus que tous les magistrats de France se mettent à la crypto, mais voilà, les dossiers qui intéressent la justice s'y intéresse et est capable de comprendre les dossiers, hein. Je te parle en connaissance de cause, moi j'ai eu des dossiers en pénal avec des magistrats qui s'étaient renseignés, savaient ce qu'était un layer 2, enfin comprenaient tout, c'était fait tout expliqué. Et donc pour moi, l'enjeu va se massifier entre guillemets demain, surtout que je pense que les hacks sont pas prêts de se terminer, ça va être ces questions à la fois de responsabilité pénale et civile des protocoles lorsqu'ils sont victimes de hacks. Et donc avec derrière tout un tas de questions juridiques, il y a des sociétés qui spécialisent dans l'audit de smart contracts de protocole. Un protocole qui se fait hacker mais qui s'est fait auditer, est-ce que c'est lui qui est responsable? Est-ce qu'il peut se retourner, engager la responsabilité de son auditeur? En fait, on va avoir des mécanismes, des logiques juridiques un peu classiques qui vont se mettre en place aussi dans le secteur, pour moi, de la DeFi, de ce point de vue-là. Parce que justement, pour rebondir sur le secteur de la DeFi, on a beaucoup entendu que voilà, si c'est une DAO, donc une organisation décentralisée, alors on ne peut pas engager la responsabilité du ou des fondateurs, puisque la responsabilité serait partagée avec tous les possesseurs du token. T'en as beaucoup aussi qui sont partis en Suisse pour créer des fondations. À quel point est-ce que tout ça, ça joue vraiment, ou dans tous les cas, même une personne d'ailleurs qui serait pseudonyme, à partir du moment où cette personne-là a créé le projet, est associée au projet, on peut engager sa responsabilité. Moi, j'ai une opinion qui est très tranchée sur le sujet, c'est que pour un juge, civil ou pénal, la décentralisation, ça n'existe pas. Je pense qu'on a pas mal d'exemples récents, y compris en Europe. Hein, la décentralisation, la DAO de Tornado Cash, qui est un mixeur, c'est-à-dire que n'ont pas empêché les autorités d'un pays comme les Pays-Bas, hein, avec un système juridique, en tout cas des normes de protection des libertés fondamentales qui sont les mêmes que les nôtres, de condamner l'un de ses développeurs à 5 ans de prison pour blanchiment de capitaux. C'est l'infraction de présomption de blanchiment. De la même manière... ouais. Juste là-dessus, ils l'ont condamné parce qu'il a utilisé son propre service, qu'il aurait utilisé son propre service pour blanchir des capitaux, mais pas pour avoir mis à disposition cet outil-là, enfin le code de cet outil-là qui est entre guillemets open source. Alors ils l'ont condamné pour une infraction, enfin une analogie avec le droit français qui existe aussi en droit français, c'est pour l'infraction de ce qu'on appelle de présomption de blanchiment. C'est-à-dire qu'on l'a condamné pour avoir développé et tiré des bénéfices, c'est important aussi, du fonctionnement d'un protocole dont il savait nécessairement, parce qu'il avait été notifié par l'OFAC, dont il savait nécessairement que ce protocole était utilisé à des fins de blanchiment. On ne lui reproche pas, lui, personnellement, d'avoir blanchi des fonds issus d'un trafic de drogue, etc. On lui reproche d'avoir continué à faire fonctionner selon les mêmes modalités un protocole dont il était le développeur et dont il a tiré des bénéfices, alors même qu'il était voilà, qu'il y a un certain nombre de notifications qui lui avaient été envoyées qui disaient que Tornado Cash, par exemple, avait été utilisé pour envoyer des fonds à l'État islamique à l'époque. En Corée Voilà. du Nord, par Ou en Corée du Nord, voilà. Et donc c'est l'infraction qu'on lui reproche, c'est d'avoir mis en disposition et tiré des bénéfices d'un protocole dont voilà. Et c'est pour ça que c'est un cas qui pose pas mal de questions, parce qu'on ne lui reproche pas d'avoir lui-même blanchi des fonds. On lui reproche d'avoir mis à disposition un outil qui a pu servir à blanchir des fonds. Du coup, Satoshi Nakamoto aurait pu être inculpé pour les mêmes raisons, puisque Bitcoin a été utilisé sur le dark, ce qu'on appelle le dark web, et notamment par Silk Road pendant des années pour des transactions incluant des armes, de la drogue, etc. Il y a pas mal de gens, à la suite de cette affaire, à la suite de l'inculpation aux États-Unis
pour des motifs qui sont proches des fondateurs de Samurai Wallet. Donc Samurai Wallet, c'est un wallet Bitcoin qui fonctionne avec une surcouche qu'on appelle une couche avec une surcouche Whirlpool qui permet aussi d'anonymiser les transactions. Ils ont été arrêtés aux États-Unis, ils n'ont pas encore été jugés à ma connaissance, pour des motifs analogues à Alexei Pertsev, donc de Tornado Cash. Et donc, oui, je te rejoins aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a, on arrive dans un monde, enfin, on est dans un monde juridique aujourd'hui où mettre à la disposition du public un outil qui peut avoir différents cas d'usage, mais un outil qui sert à faire qui permet de faire des transactions, d'envoyer de la valeur en respectant la vie privée, peut te conduire à être inculpé et à avoir des poursuites. Alors je mettrai un petit bémol, comme je te dis, parce que pas non plus être trop caricatural sur ce genre de sujet. Pour Tornado, on lui a reproché d'avoir tiré des bénéfices, voilà, les choses sont un tout petit peu plus complexes que ça. Mais je te rejoins, le fondateur de l'anonymat de Satoshi Nakamoto est effectivement la meilleure des protections. Je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, alors je te dis pas qu'il aurait été condamné à la prison à vie, mais moi je suis prêt je suis intimement convaincu qu'il aurait fait l'objet de poursuites dans de très nombreux pays. Et que ce serait quelqu'un qui serait traqué par les autorités judiciaires aujourd'hui. Peut-être pas dans tous les pays, hein, mais en tout cas qu'il y aurait de graves problèmes avec la justice. Un petit bémol là-dessus, et ça revient peut-être avec un des sujets qu'on avait au départ sur la nouvelle administration américaine. Tu me parlais de Ross Ulbricht, donc je pense que tu sais que Donald Trump a annoncé qu'il ferait tout pour réduire la peine de Ross Ulbricht, donc le créateur de Silk Road, qui a été inculpé et condamné pour des motifs analogues. C'est-à-dire que lui, on lui reproche non pas d'avoir lui-même vendu de la drogue ou perçu des bénéfices issus de la drogue ou de la vente d'armes sur sa marketplace, on lui reproche d'avoir mis en place une marketplace sur laquelle les personnes se sont échangées, ont fait du trafic, des trafics qui étaient potentiellement illégaux. Donc on lui reproche d'avoir mis en place et d'avoir fondé une infrastructure et d'en avoir tiré des profits. Voilà. Je crois qu'on lui reproche aussi une tentative de meurtre ou quelque chose comme Oui, ça. mais alors qui est pas direct. En fait, en tout cas, la condamnation principale pour laquelle il purge sa peine de prison aujourd'hui, c'est parce qu'on lui reproche d'avoir mis en ligne une marketplace qui a servi à vendre de la drogue et à vendre des armes. Et donc, il y a une question, honnêtement, que je ne veux pas trancher. Enfin, moi, j'ai mon opinion. Je pense que, effectivement, il ne faut pas confondre. Enfin, il doit y avoir un principe quand même de neutralité technologique, qu'il ne faut pas confondre l'usage qu'on peut faire d'un bien ou d'une infrastructure avec l'infrastructure en elle-même. Mais je pense, en tout cas, peut-être une petite note d'optimisme, c'est que peut-être, en tout cas, les signaux qui ont été envoyés avec cette annonce, on verra si elle sera suivie d'effet ou non pour Ross Ulbricht, c'est que peut-être on peut espérer que dans les prochaines années, on ait une approche un peu plus libérale, on va dire, des choses sur ce type de sujet, et donc et peut-être espérer voir ces poursuites contre ce type de protocole se raréfier, ou en tout cas voir la position de la jurisprudence un peu bouger là-dessus. Pour revenir juste sur le côté un peu les fondateurs d'un protocole DeFi qui se fait pirater, qui se fait hacker, est-ce que tu as un exemple d'une affaire qui s'est bien terminée, où vous avez pu négocier peut-être avec le hacker ou récupérer les fonds? J'ai plusieurs exemples. Enfin, dans la majorité des cas, ça se termine pas bien, hein. Je pense qu'il faut quand même le dire d'entrée. Dans la majorité des cas, il y a une négociation de Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi les white hacks, donc les hackers, voilà, les bons hackers, entre guillemets, il y a les mauvais et les bons hackers. Donc ces hackers-là qui récupèrent les fonds et qui les renvoient ensuite derrière au projet, qui permettent de corriger certaines failles de sécurité. J'ai plusieurs exemples en tête où il y a eu des négociations qui ont été faites, dans lesquelles soit c'est des dossiers sur lesquels on était là dès le départ, soit on a été appelé en cours de négociation. Ce que je dirais, c'est que on a aussi eu évidemment des hacks sur lesquels on a réussi à friser une partie des fonds. Et donc, in fine, elle est récupérée pour le protocole sans mettre la main. J'ai pas d'exemple en tête, en tout cas, d'affaires en France où on a réussi à faire arrêter les hackers d'un protocole. On a des exemples sur lesquels une partie des fonds a été frisée, on a des exemples de négociation. En général, je dirais que le trigger pour négocier avec ce genre de hacker, c'est d'avoir fait une très bonne investigation avant
et d'avoir, entre guillemets, de susciter chez lui la crainte de se faire retrouver. C'est ça qui va trigger la négociation. Si tu lui envoies un message en disant négocie ou je vais déposer plainte à la gendarmerie du coin, voilà, ça c'est malheureusement pas suffisant. Donc euh, la clé c'est d'avancer, que ce soit pour une résolution purement judiciaire ou que ce soit dans l'optique d'une négociation, il faut avoir des arguments, il faut à la fois soit apporter des éléments pour que la justice avance, soit apporter des éléments pour, entre guillemets, faire craindre au hacker d'une éventuelle résolution du judiciaire dossier, parce que si il y en a assez peu, même s'il y en a, hein, des dossiers de hack ou autres dans la DeFi qui se règlent devant la justice, il y en a peu, mais il y en a quand même. Et donc, quand le hacker craint d'aller, en fait, on peut parfois légitimement craindre que la police vienne vous chercher et qu'ensuite vous soyez jugé en correctionnel. Moi, c'est arrivé pour certains de mes clients et c'est jamais très agréable. Et donc, on préfère négocier hein, si on D'ailleurs, a cette crainte-là. pour ce type d'affaires-là, on peut être rattrapé, enfin un hacker peut être rattrapé combien d'années après avoir commis son crime? Il y a une limite, il y a de la... Ça dépend de la qualification, mais je dirais que la plupart du temps, on reste quand même dans le domaine de l'infraction, et donc il y a 6 ans de prescription, avec une date qui commence à la date de la découverte des faits, et s'il n'y a pas eu d'acte interruptif de prescription. En tout cas, il y a 6 ans pour poursuivre. Si on déclenche une enquête, la prescription est suspendue. Euh, donc, euh, donc on peut être rattrapé pas mal de temps après. Moi j'ai des clients euh, dans la DeFi qui se sont fait rattraper 2 ou 3 ans après qu'un utilisateur se soit plaint d'une transaction dans laquelle il avait perdu beaucoup d'argent et qui se sont fait arrêter à l'aéroport. Dans des dossiers, même si c'est plutôt, on va dire, des exemples des cas d'école où on a eu des saisies crypto plus de 24 mois après le début de l'enquête. Donc il y a aussi, je ne dis pas que c'est le cas, mais il y a aussi cette épée de Damoclès qui peut, c'est-à-dire que quand le dossier intéresse la justice, etc., que la personne est bien accompagnée, qu'il y a des alertes, on peut faire des saisies longtemps après. Enfin, il faut que la personne reste vigilante, quoi. Il ne suffit pas de poser les Ethers ou les Bitcoins qui sont issus du produit de l'infraction sur une adresse et de se dire 6 mois après, c'est bon, je suis tranquille, parce qu'en réalité, euh, quand vous avez des gens sérieux en face de vous et quand le jeu en vaut la chandelle, les gens légitimement ne lâchent pas l'affaire, quoi. Et donc, Et tu as des clients qui ont déjà été arrêtés à la sortie de l'avion ou à l'aéroport, en France ou même à l'étranger? alors moi, c'est plutôt en France parce que j'interviens sur les affaires pénales quand la situation se trouve en France. C'est arrivé 2 fois. Où j'avais des clients qui faisaient l'objet dans le cadre d'une enquête crypto et qui avaient été identifiés de façon très classique parce qu'on avait relié leurs adresses ou l'adresse du smart contract d'un protocole à leurs adresses perso qui elles-mêmes étaient alimentées ou avaient des interactions avec des exchanges et donc on a réussi à avoir leurs identités comme ça et qui ensuite ont vu un mandat d'arrêt qui a été émis à leur rencontre et qui ont été chopés à l'aéroport quand ils revenaient en France voir leur famille ou avoir des rendez-vous au business. Et j'ai aussi des clients étrangers dans la même situation. En général, c'est des affaires sur lesquelles les enjeux sont assez importants, qui là aussi ont un mandat d'arrêt qui avait été émis par un juge d'instruction en général en France et qui là, j'ai en tête un client qui, dans le cadre d'une escale à Paris, a fait escale à Paris et s'est fait arrêter par la police à la frontière et a été déféré devant un juge d'instruction. Euh, et c'est des situations qui n'arrivaient pas il y a 3, 4 ans et qui, aujourd'hui, la plupart des dossiers dont je te parle, c'est des choses qui sont arrivées dans les 2 dernières années et qui sont de plus en plus fréquentes parce qu'il y a de plus en plus d'affaires et que les autorités, encore une fois, maîtrisent de maison le sujet. Est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter un peu sur ces sujets-là Bah, en réalité, en dehors de ce que tu vois, là, quand je te raconte ce type de sujet, je suis quasiment au maximum de ce que je peux dévoiler en termes de confidentialité. Je peux te dire que, voilà, moi, ce qui m'intéresse et ce qui peut être intéressant aux auditeurs, c'est de dire qu'il y a aussi des affaires que être avocat en crypto, en contentieux en crypto. Donc, ça peut t'amener aussi en tout cas nous ça nous amène à travailler sur des affaires, sur des dossiers criminels
où les enjeux nous sortent un peu des enjeux, on va dire, purement business qu'on peut avoir tous les jours. Nous, on vient toujours nous voir pour un aspect technique, mais on intervient sur des dossiers d'instruction dans lesquels il y a du blanchiment, de trafic de drogue, des crimes qui sont commis, des enlèvements, etc. Donc ça, c'est bon. Après, je peux pas. L'ADN de mon métier aussi, c'est la confidentialité, et je peux malheureusement pas citer de nom. Après, pour tes auditeurs les plus malins, ce genre de dossier en général paraît dans la presse, et on peut même, au regard de ce que je vous ai dit, faire le lien avec les informations qui sont déjà sorties publiquement. Ok, ça marche. Voilà. Mais on repassera une prochaine fois peut-être. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu voulais aborder? Non, bah écoute, je pense qu'on a déjà, enfin je sais pas depuis combien de temps on discute, hein, là, ça fait un petit, Une bonne heure, je pense, une bonne heure ouais, et ça fait demie. un petit bout de temps. Bon, bah, c'est un sujet, comme je te disais, le contentieux de la crypto qui est très vaste. Bon, il y avait un sujet, peut-être un dernier sujet dont on avait abordé, qu'on a abordé avant le podcast, avant l'interview, qui était les risques potentiels que les plateformes, les PSAN, pouvaient avoir à laisser leurs utilisateurs envoyer des fonds d'une plateforme d'échange, donc de Binance par exemple, vers une autre plateforme frauduleuse, une plateforme sur liste noire de l'AMF, ou même vers un projet Memcoin, enfin un projet même pas forcément Memcoin, un projet vraiment très bizarre, une arnaque claire, Ouais. claire et déjà identifiée par l'AMF par exemple ou par les autorités. Ouais. Bah, ça, c'est un sujet qui est effectivement qu'on voit de plus en plus émerger. Enfin, on est consulté dans des situations en général quand il y a un client d'une plateforme qui perd ses fonds, etc. Il essaie d'engager la responsabilité de la plateforme, et donc nous, je te dis, on a une grosse partie de notre clientèle qui est quand même côté corpo, donc les plateformes viennent nous voir pour savoir analyser le risque et répondre aussi en général à la demande du client. Est-ce que le client, de la même façon que le client cherche à engager la responsabilité de sa banque lorsque sa banque le laisse faire des virements vers des scams, est-ce que il peut engager la responsabilité de la plateforme? En général, il y a deux situations. Soit parce que il s'est fait hacker son compte sur la plateforme, et donc des tiers en ont pris le contrôle, soit parce qu'il a envoyé, comme tu le dis, des fonds vers une adresse d'un scam. Alors sur le deuxième point, pour le coup, là, les exchanges sont encore relativement tranquilles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être tenues responsables du fait qu'un de leurs clients va envoyer l'intégralité de son portefeuille sur une adresse X, qui est une adresse qui appartient en gros à un scammer, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, effectivement, de toute façon, comme les banques, elles sont censées respecter le principe de libre disposition des fonds d'actifs numériques de leurs clients. Et en plus, à la différence des banques, c'est-à-dire que quand un client fait une transaction, en fait, il envoie ses fonds sur une suite alphanumérique dans laquelle tu n'as pas le nom de la personne à laquelle il va envoyer les fonds. Ça va changer, ça, non? Il va devoir bientôt indiquer son bénéficiaire, et là on verra comment ça se passera, mais ce ne sera pas déjà pour toutes les transactions, ce sera pour une partie des transactions sur lesquelles les plateformes pourront l'interroger, mais en tout cas aujourd'hui on a un régime de responsabilité là-dessus qui est encore plus dilué. Moi, où je pense qu'il y a peut-être des points de vigilance pour les plateformes, c'est il y a certaines adresses qui sont connues, qui figurent dans des listes, notamment de l'OFAC, comme étant des adresses qui sont notoirement utilisées pour du trafic, mais en général, à partir du moment où ces adresses sont listées, elles ne sont plus utilisées par les trafiquants. Donc, sauf à envoyer des fonds sur des adresses ou sur des bénéficiaires qui sont... moi, je pense qu'il y a quand même un petit travail, en tout cas pour les plateformes qui sont en France, quand vous voyez des intitulés de bénéficiaires ou des adresses qui sont des plateformes ou des services qui sont sur liste noire, peut-être que là, il faudrait qu'il y ait quelque chose de fait, mais je pense que ici, les plateformes ont encore une marge relativement importante de manœuvre avant que leur responsabilité puisse être engagée. La situation des personnes qui se font hacker leur plateforme, leur compte sur les plateformes, nous, on a déjà eu des premières jurisprudences là-dessus. Et fort heureusement, aujourd'hui, le juge considère que un client, enfin, le régime aujourd'hui juridiques qui permettent d'engager relativement facilement la responsabilité de sa banque si tu étais victime d'une fraude, si quelqu'un s'introduit sur ton compte, etc. La banque
remboursent quasiment automatiquement dans ces situations-là. Les plateformes crypto ne sont pas soumises aux mêmes obligations. Il y a vraiment un principe de responsabilité. C'est-à-dire si le client se fait hacker son compte, qu'il n'avait pas mis de 2FA et qu'il n'y a aucun manquement de sécurité objectif imputable à la plateforme, c'est pas possible d'engager sa responsabilité. On a quelques décisions pour terminer sur les PSAN. Aujourd'hui, les premières décisions sur dans quelle mesure tu peux engager la responsabilité de ta plateforme lorsque tu as placé tes fonds chez un PSAN et qu'on a eu des exemples par exemple chez Terra Luna et que voilà, la plateforme t'a laissé investir chez Terra Luna ou a fait des changements de position pour essayer de limiter tes gains. En gros, comment est défini le mandat de gestion de la banque, de la plateforme, dans quelle mesure tu peux engager ta responsabilité. On a quelques décisions là-dessus, mais la philosophie, qui sont plutôt bien terminées pour les PSAN, pardon, mais la philosophie, ça reste qu'aujourd'hui, et ça risque quand même d'évoluer progressivement, surtout avec l'entrée en vigueur de MiCA, c'est qu'il y aura de moins en moins de PSAN, enfin de VAS, le marché va se concentrer, et on va rentrer dans des standards d'industrie qui sont à peu près les mêmes que dans l'industrie financière, et donc les obligations et les causes d'engagement de la responsabilité des services crypto vont augmenter, mais en l'état, elles sont quand même beaucoup moins importantes que celles des banques. Ok, mais on parlait juste avant qu'avec l'entrée en application de MiCA là, en 2025, quand on va vouloir retirer d'une plateforme d'échange, d'un exchange, Ouais. on va devoir valider que l'adresse à laquelle on retire nous appartient bien. Ouais, mais alors ce sera, à ma connaissance, il faudra voir sur un plan pratique exactement comment ça se passe. Ça va être purement indicatif, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas démontrer que l'adresse, effectivement, mais il faudra indiquer effectivement dans certaines situations, notamment quand on fait des retraits au-dessus d'un certain montant, quel est le bénéficiaire Tu devras peut-être signer quelque chose Il faudra indiquer, je pense, indiquer un objet comme dans le cadre d'un virement sur certifier que voilà. Et donc ça, ce sera aussi, je pense, en fait, c'est à double tranchant parce que ça va permettre aux banques d'attester de leur respect de la réglementation de lutte contre le blanchiment d'argent, parce que ça sert à ça au départ, cette disposition, c'est de vérifier que les fonds restent bien dans le patrimoine de la personne ou sont envoyés à une personne identifiée. Mais ça peut aussi, demain, être potentiellement quelque chose qui est susceptible aussi de permettre l'engagement de la responsabilité de la plateforme si elle laisse des virements passer vers des services qui sont notoirement... Oui, d'accord. Et si quelqu'un notifie, je vais envoyer de mon exchange vers une adresse qui appartient à un produit ou un service qui est sur liste noire de l'AMF, a reçu le brick. donc là, par exemple, Voilà. si c'est pas bloqué par la plateforme, là, ça peut être... Je te dis juste qu'aujourd'hui, sur les banques, on a ce mouvement-là et dans cette situation analogue. Et donc j'imagine qu'à terme, on pourra avoir un mouvement analogue sur les PSAN, mais les PSAN sont quand même aujourd'hui, ou demain les VAS, assujettis à des obligations de surveillance des mouvements de fonds de leurs clients qui sont quand même enfin, en tout cas, engager la responsabilité d'un VASP, c'est plus compliqué qu'engager la responsabilité de sa banque, c'est certain. Parce qu'ils connaissent déjà les adresses. Enfin, à partir du moment où vous vérifiez votre identité de toute façon sur un exchange et que vous envoyez des cryptos vers une adresse, ils font le lien systématiquement entre l'adresse et le propriétaire du compte sur l'exchange qui est envoyé à cette adresse-là. Merci beaucoup, Romain. Bah, merci à toi, c'était sympa de discuter de tous ces sujets.